Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Ici, maintenant, autrement, on donne la parole aux acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Godot. Édouard, vous êtes historien, spécialiste des affaires européennes. Vous êtes conseiller politique et essayiste et vous accompagnez également des projets européens sur la jeunesse et la citoyenneté. Vous venez de publier chez Plomb un livre intitulé Les 7 piliers de la cité, ayant comme sous-titre Guérir la politique. Édouard, bonsoir. Bonsoir. Alors, lorsqu'on évoque la politique, effectivement, de temps en temps, on a l'impression d'observer un grand malade dont les symptômes pourraient être, je dirais, une polarisation des opinions, une participation toujours plus faible au processus démocratique, des élites qu'on accuse parfois d'être déconnectées de la réalité du terrain. On voit également la montée en puissance des extrêmes, des conflits d'intérêts plus ou moins généralisés, l'influence toujours plus grande des intérêts privés au détriment du bien commun, ou encore la perte grandissante de souveraineté des États au profit d'institutions internationales. Alors, selon vous, quelles sont les causes de ce délitement de nos démocraties? Bien, merci beaucoup, pour cette occasion d'élargir le cercle francophone, puisque vous l'avez pas dit, mais je vais le dire très rapidement. Je suis français, j'habite en Belgique. J'ai écrit ce livre avec en présence du contexte évidemment hexagonal, mais pas uniquement le contexte européen qui m'est très familier, puisque ça fait plusieurs années, même une décennie et demie que j'y travaille, 2 décennies que j'y travaille, mais aussi grosso modo l'ensemble du monde occidentalisé et du monde en voie d'occidentalisation me paraît être concerné par ce que moi j'appelle la maladie du politique. Grosso modo, une part écrasante de la majorité de la planète et de l'humanité. Néanmoins, tout ce que vous avez dit est juste. Évidemment, se décline selon le nuancier des problématiques nationales. On n'a pas exactement les mêmes problèmes, en tout cas, on n'a pas exactement les mêmes symptômes de la maladie politique, selon qu'on est dans l'Inde de Modi, dans le Brésil de Bolsonaro Lula, ou dans l'Amérique de Trump, comme c'était le cas il y a encore quelques années, ou bien dans la France d'Emmanuel Macron. Tout cela est évidemment à prendre avec beaucoup de nuances. Il y a évidemment des choses qui appartiennent à nos cultures, à nos façons de voir les choses, à nos cultures politiques, à nos histoires. Et donc évidemment, il ne s'agit pas d'un one size fit all. Maintenant, vous avez fait le tour très brièvement et très synthétiquement de l'ensemble de ces mots. Ils sont très nombreux. Je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux. Je vais synthétiser, en fait. Je vais synthétiser autour de ce que moi j'appelle la tour effondrée de nos croyances. En gros, tout système politique, à travers les âges, que ce système soit moderne ou pas, que ce système soit qui corresponde à ce que nous pensons être bien, beau, juste ou pas, ça ne change rien. Tout système politique repose sur un système de croyances partagées. Là encore, ces croyances, elles peuvent être séculières ou religieuses, ce sont toujours des croyances. Or, que vous croyez grosso modo en Athéna, en Marx ou en la Pachamama, ce sont toujours des croyances. Or, aujourd'hui, les croyances partagées qui forgent et qui sont au socle, en fait, de la cité et de l'expérience politique quotidienne de nos sociétés occidentalisées, sont en train de s'effriter, de s'effondrer. Pour certaines, sont déjà complètement disparues. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour des tas de raisons historiques et y compris d'expériences démocratiques, un grand nombre de gens, sont de plus en plus conscients que peut-être le système ne travaille pas nécessairement sur le bien commun. Peut-être les gens auxquels nous confions régulièrement nos destinées, par un système de démocratie représentative n'ont pas nécessairement notre bien commun à cœur. Et peut-être surtout que toutes les croyances sur lesquelles nous fondions jusqu'ici notre organisation n'étaient que des croyances et nous découvrons qu'elles ne sont que des croyances. J'en cite quelques-unes: la rationalité des marchés, c'est une rationalité d'algorithme. La rationalité discursive est aujourd'hui battue en brèche par la polarisation de nos scènes politiques, de nos scènes médiatiques, de notre espace public, et la destruction de ce qui faisait grosso modo l'espace dans lequel on pouvait discuter, qui était la zone de nuance et la zone neutre, l'agora, le forum si vous préférez, écrasé aujourd'hui par les invectives,
la toxicité d'un espace public, pas simplement à cause des réseaux sociaux, à cause aussi d'une forme extrêmement aiguë de besoin de, et c'est mon deuxième, de réenchanter la politique. Je crois que nous sommes saturés de politique. Aujourd'hui, plus personne, à part quelques fondamentalistes, ne croient vraiment au hasard ou à la destinée divine. Nous savons tous que derrière nos mots, il y a des faits, il y a des actes, des négligences ou des actes de malveillance, ou tout simplement des incompétences, mais il y a des origines politiques à nos mots. Et donc ça nous sature parce que quelque part, ça nous donne l'impression que nous pouvons agir dessus, mais en même temps, comme nous n'avons pas nécessairement les leviers, et puis comme il y a cette espèce de lucidité qui fait que on n'est pas tout à fait conscient que le système fonctionne, ou en tout cas fonctionne comme il prétend l'être, eh bien ça déclenche aussi un phénomène de désenchantement. Ce désenchantement est très profond. Et il nous mène généralement à des solutions assez simplistes, qu'on appelle parfois des populismes quand c'est le style, mais qu'on appelle aussi des slogans militants. Pour la faire très courte, et pour être très imagé, je ne pense pas, et c'est à mon avis la clé du problème politique, je ne pense pas que, quelques têtes de milliardaires au bout d'une pique, l'expulsion de tous les immigrés d'un pays, la résolution, l'abolition totale du code du travail, ou encore, que sais-je encore, le renforcement absolu des services publics. Je ne pense pas qu'aucune de ces solutions, qui sont présentées régulièrement comme des solutions plus ou moins miracles dans le débat politique, soit en fait des réponses. De même que je ne crois pas que, alors je suis désolé s'il y a dedans des souverainistes, je ne crois pas que la souveraineté de l'État soit l'alpha et l'oméga de la réponse à nos troubles et à nos questions. Je crois que très fortement, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, que la question de la mondialisation et la question des institutions supranationales, qui sont aussi supraétatiques, en fait, c'est surtout ça le problème qu'elles posent, ne sont pas un problème en soi, elles le deviennent lorsqu'on est dans une situation de crise du politique, mais elles ne sont pas un problème en soi, et pour moi, elles appartiennent même, pour certaines d'entre elles, à un début, je dis bien un début de solution. Donc tout cela pour vous dire qu'en fait, ce que moi j'appelle la crise du politique, ou quand je dis guérir, c'est extrêmement ambitieux, hein, mais il nous faut toujours un Himalaya, sinon on ne fait rien de grand. Mais ce que j'appelle guérir la politique, c'est en gros s'adresser à ce que moi j'appelle la crise du cadre de référence dans lequel on fait de la politique. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. En France, on se lamente régulièrement de l'absence de participation électorale et on se dit il faudrait, comme en Belgique, le vote obligatoire. En Belgique, il se trouve que le vote est obligatoire, mais que la crise du politique est tout aussi intense. Alors évidemment, la participation citoyenne est nécessairement plus forte, mais un nombre incalculable de gens ne se retrouvent pas dans l'offre politique pour autant. Donc ils vont voter parce que c'est obligatoire, mais ils ne se sentent pas nécessairement liés de la même façon que s'ils étaient dans l'adhésion, ils ne se sentent pas liés par l'offre politique. Dans un cas comme dans l'autre, et j'entends beaucoup en Belgique les gens dire oui, il nous faudrait comme en France la possibilité de ne pas aller voter. Ce qui est pour moi la preuve, évidemment très empirique et pas du tout, finale, mais c'est pour moi la preuve que toutes les solutions qu'on propose aujourd'hui, qui sont généralement des réformes de cosmétiques ou des réformes plus ou moins ad hoc de nos institutions ou de notre organisation, sont toutes trop superficielles pour véritablement répondre au mal-être profond politique dans lequel nous nous trouvons. Ce mal-être, c'est celui du sens. Nous sommes des êtres de sens, nous avons besoin de sens, nous avons besoin qu'il y ait un sens à notre vie quotidienne, ça c'est évident, mais nous avons aussi besoin à ce qu'il y ait un sens à notre vie collective. Notre vie quotidienne individuelle, bien évidemment, on peut trouver du sens dans le fait d'avoir une famille, d'avoir un travail dans lequel on se sent plus ou moins épanoui, mais nos aventures collectives, elles ont toujours, toujours mené le monde. Or, aujourd'hui, nos aventures collectives sont pour le meilleur, puisque évidemment, on est guéri des utopies sanglantes du XXe siècle, mais pour le pire, c'est-à-dire qu'en gros, on rentre aussi dans une période plutôt nihiliste, ou plus exactement une période dans laquelle le nihilisme peut répondre justement à l'absence de sens. Donc en gros, la situation dans laquelle nous sommes est une situation extrêmement périlleuse. Moi j'appelle ça donc
la tour effondrée de nos croyances, c'est-à-dire une situation de déconstruction. Et là, tout est déconstruit, je veux dire, depuis la personnalité individuelle jusqu'au genre, jusqu'évidemment à la sociologie, la politique, tout y participe. La culture participe aussi à cette déconstruction et à ce dévoilement. Je fais une petite parenthèse ici, mais on n'a jamais eu autant de livres, de films, de séries de fiction, parfois même d'histoires vraies, mises en scène sur la politique, sur son fonctionnement, sur ses rouages, que ce soit gentiment idéaliste comme West Wing ou délicieusement cynique comme House of Cards, que ce soit gentiment parodique comme une série comme Parlement sur le Parlement européen ou VIP par exemple, ou que ce soit extrêmement profond, Le sens de l'État, ou bien encore Le Bureau des légendes pour prendre des séries ou des films francophones. Il y a bien ce dévoilement qui fait qu'on est au courant, on voit bien les films comme Goliath, les films comme le dernier là, le français avec Pierre Ninet et autres. Bon bref, j'ai oublié sur le lobbying. Nous montre bien aussi que énormément de pouvoir s'exerce sur nous et que nous n'avons pas toujours soit la lucidité collective de les reconnaître, soit les moyens collectifs de nous y opposer. Et donc c'est ça en fait, c'est tout ça, tout ce magma en fait de lucidité, de connaissance, de représentation, de foi effondrée, de tentatives de revival complètement comment on pourrait les appeler, naïves en fait. Elles sont naïves. Les fondamentalismes religieux sont des naïvetés en fait. Les marxistes convaincus sont aussi des naïfs. Les libéraux qui croient encore que l'abolition du code du travail et le retour à l'esclavage vont nous sauver sont des grands naïfs ou des grands cyniques. Mais ça, de toute façon, la naïveté et le cynisme, c'est simplement une question de degré d'intelligence entre les deux et de malveillance. Mais fondamentalement, en fait, c'est ça que moi j'appelle la crise du politique. Donc, en gros, et pour résumer de façon très courte tout ce que je viens de dire de façon très longue, ce que j'appelle moi la crise du politique et ce qu'il faut guérir, c'est le cadre de référence dans lequel nous faisons de la politique. C'est notre rapport politique à nous-mêmes, aux autres et au monde. Excellent. Et donc là, dans votre ouvrage, vous faites souvent ce parallèle entre la politique et la religion. Donc on voit bien ces deux systèmes de référence qui structurent la vie humaine dans le rapport que vous avez évoqué, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport également à l'environnement, à la nature. Et donc pour dépasser donc ce que j'appellerais un peu ce désenchantement, c'est la fin des grands narratifs, la fin des grandes histoires collectives auxquelles la plupart des gens pouvaient se rattacher. Quelles sont les solutions, les pistes de solutions que vous envisagez dans ce contexte-là? Alors, évidemment, ce livre n'est pas un programme politique. Ce n'est pas non plus le manifeste d'un nouveau parti et c'est très important de le dire parce que justement, il y a une espèce de désespérance qui fait qu'on attend toujours des solutions. Or, je crois justement que, comme le disait Michel Rocard, il est urgent de réfléchir et donc de prendre son temps. C'est une réponse transversale à votre question avant de rentrer dans le détail du livre, mais une des réponses transversales à votre question, c'est que nous avons un besoin de penser et de penser ER et de penser EE. Nous avons besoin de nous confronter à la pensée. Nous avons besoin de penser contre nous-mêmes. La polarisation n'est rien d'autre que l'absence de pensée contre soi-même. C'est le fait de ne plus croire que ce que j'ai envie de croire et ce qui appartient en fait à ma bulle de confirmation et de biais de confirmation. Donc en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Nous avons besoin de penser contre nous-mêmes. Nous avons besoin de penser non plus les uns contre les autres, mais de penser contre nos propres certitudes, nos propres évidences et nos propres réflexes. Et Ça, c'est ça, la ça première. pose, excusez-moi, ça pose justement le problème du temps, parce que j'ai l'impression on vit dans une société d'accélération, tout va très vite. Les slogans sont limités à des phrases très lapidaires, les publicités, je dirais les réseaux sociaux. Donc on est vraiment dans un système qui n'encourage pas la prise de recul ni la pensée complexe. Donc justement, oui, allez-y. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est pas pour rien que le slogan de la décroissance est un escargot. Il s'agit de ralentir. Mais il ne s'agit pas de la décroissance économique, il s'agit d'une décroissance, d'une désinflation totale de notre univers temporel, de notre univers matériel, de cette noosphère dans laquelle nous sommes branchés en permanence, comme dans une matrix en fait. Nous sommes branchés dans la matrice. Il n'y a absolument aucun doute que ce soit la matrice de l'économie, qui est une économie aujourd'hui qui se nourrit de nos énergies vitales pour pouvoir produire un peu plus de profit, un peu plus d'éléments pour les actionnaires, ou bien que ce soit la matrice politique qui nous demande régulièrement de prendre
position, de prendre parti sans nécessairement réfléchir sur ce que l'on veut, sur ce qui est bon, sur le bien commun. Des élections quasiment qui rythment en France sur un cycle de 5 ans, qui est donc un quinquennat présidentiel, on vote quasiment tous les ans. C'est épuisant. Effectivement, vous avez raison, il y a un problème d'accélération, mais on ne décélérera pas en faisant sauter la machine. Il y a, il y a, il y a, je vais y revenir sur la dimension collective. Mais en gros, nous avons besoin de déconnecter notre cerveau de cette matrice. Même si nous ne sommes pas capables toujours de nous en abstraire, ça doit être possible. Alors évidemment, il y a les soucis du quotidien, les factures, les enfants, je ne sais pas encore, les parents, enfin bref, il y a évidemment énormément de choses qui nous retiennent. Mais ça, c'est le principe justement de la méditation, de la distance, du retour sur soi. Vous avez raison de souligner que je fais cette équation permanente entre politique et religion et même politique, économie et religion. Hein. Je le dis aussi très clairement, l'économie est d'abord une science humaine, donc une science de la représentation du monde et de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, il est soit gentil, soit méchant, on a une vision du monde et donc on a une économie qui en découle. L'économie est une religion aussi, même quand elle a prétention d'être une science. Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1998, le disait avec beaucoup de candeur et de simplicité, l'économie est une science humaine, elle est une science morale, elle est donc une religion, par définition. Lui, il ne disait pas une religion, moi je dis elle est une religion. Voilà. Mais en revanche, ce que vous l'avez compris, quand je vous parle de ralenti et autres, je vous parle de quoi? Je vous parle en fait de spiritualité. Je vous parle de la possibilité de s'abstraire de ce monde. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que nous avons besoin en fait de reconnecter avec quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, quelle que soit la substance que l'on met dans l'expérience spirituelle. Certains font des expériences spirituelles simplement en méditant ou en faisant du yoga, d'autres en allant marcher dans la nature ou dans la montagne, d'autres en faisant l'amour avec leur conjoint, d'autres encore en faisant des stages de yoga ou ce genre de que sais-je encore, de jeûne. Peu importe ce que l'on met derrière. Y compris d'ailleurs dans les religions intégrées, puisque toutes les religions intégrées ont une dimension spirituelle qu'elles ont tendance évidemment à vouloir corseter, ramener à leur propre dogme, et donc pour chasser éventuellement leurs dissidents. Les mystiques peuvent en témoigner, les soufis dans l'islam, les grands mystiques du christianisme, les intellectuels dissidents dans les grandes religions séculières. Bref, la spiritualité, elle est aussi liée à la politique et à la religion, mais elle en est par définition déconnectée, et donc c'est ça que moi je propose. Pour repenser en fait le cadre dans lequel nous faisons de la politique, c'est-à-dire dans le cadre dans lequel nous sommes en relation les uns avec les autres. Parce que la politique, ça n'est rien d'autre que l'organisation de la cité. Et l'organisation de la cité, c'est la façon dont vous, moi, nos amis et nos ennemis allons partager un espace commun. Et c'est là, en fait, où je pose 7 piliers. 7 piliers pour faire reposer la cité sur autre chose que ce sur quoi elle pose aujourd'hui, c'est-à-dire des croyances qui sont bientôt périmées. Je vous l'ai fait très rapidement, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails à moins que vous me le demandiez, mais en gros, il y a 2 piliers qui sont les 2 premiers, qui sont des conditions sine qua non, mais insuffisantes. Le premier est l'inaliénabilité du vivant, le deuxième, l'inversion du sens de la propriété. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de redéfinir les prémices. L'inaliénabilité du vivant, c'est le fait que nous ne pouvons plus vivre dans un monde humano-centré, anthropocentré. Nous avons besoin de vivre dans un monde dans lequel nous ne sommes plus, nous, petite partie, le maître du tout. Et ça, c'est aussi un renversement complet de la croyance partagée dans laquelle nous vivons depuis l'humanisme, qui est que l'homme est la mesure de toute chose et que, en gros, nous sommes le maître aussi bien au micro qu'au macro, le maître de nos propres destinées. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous n'avons pas nécessairement prise. La nature, qu'on appelle de façon très utilitariste l'environnement, mais qui est encore un anthropocentrisme, ça n'est pas l'environnement, c'est la nature dont nous faisons partie. En gros, le biocentrisme, si vous préférez. Mais c'est un mot un peu trop savant qui ne me plaît pas pour le coup. Moi, ce que je préférerais, c'est qu'on reconnaisse en fait que nous sommes des animaux humains, qu'il y a des animaux non humains, qu'il y a des êtres vivants qui ne sont pas des animaux non plus, qu'il y a en fait toute une continuité dans les règnes, depuis le visible jusqu'à l'invisible, et que nous appartenons à cela. Nous sommes des êtres intégrés à quelque chose. Et il faut reconnaître cela.
Et l'inaliénabilité du vivant, sa proclamation, que j'emprunte principalement à Starhawk, qui est une des grandes papesses de l'écoféminisme, une sorcière californienne que j'aime énormément, dont j'aime les livres et dont je recommande la lecture à tous les anglophones, parce que malheureusement, ces romans ne sont pas traduits en français à ma connaissance. Bref, c'est le d'abord. Et l'inversion du sens de la propriété, c'est le fait, c'est pareil, c'est l'inversion de cette métonymie qui fait que nous appartenons à la Terre ne nous appartient pas. Donc il y a évidemment toute cette problématique de la mise en exploitation et autres, ce qui m'amène en fait aux trois piliers centraux. Les trois piliers centraux, le troisième, le quatrième et le cinquième, redéfinissent le rapport politique à la planète. C'est notre façon d'être à la planète, c'est-à-dire d'habiter le monde. C'est donc la rupture avec le capitalisme, qui est une forme d'habitat du monde. Nous, quand on habite le monde à la façon capitaliste, on la raisonne par la technique, mais surtout on l'exploite de la façon la plus j'allais dire, illimitée. Or, c'est bien ça le problème. Il y a toujours eu de la production, il y a toujours eu une forme de culture des ressources, mais le capitalisme a changé le mode d'exploitation de ces ressources, et donc, grosso modo, depuis le XVe siècle, et a fortiori depuis la révolution industrielle, nous sommes rentrés dans une autre façon d'habiter le monde. Et cette façon d'habiter le monde est extrêmement destructrice. Elle transforme l'économie en une économie parasitaire. Et j'estime, pour citer Isabelle Delannoy, qu'il faut transformer ce parasite en symbiote. Donc ça, c'est la première chose. Changer notre rapport politique à la planète. Ça, c'est la première des conséquences des deux premiers piliers, et c'est le changement du rapport politique à la planète. Le deuxième, c'est changer le rapport politique aux autres, à tous les autres. Et ça, c'est en fait le régime de l'altérité par excellence, c'est la démocratie. Or, je crois pouvoir dire sans hésiter que la démocratie que nous connaissons aujourd'hui n'est pas véritablement une démocratie. C'est une compétition pluraliste pour le pouvoir, accompagnée, la plupart du temps, d'un état de droit plus ou moins solide. Je dis bien plus ou moins, parce que ça dépend des endroits. Mais par exemple, je contesterais l'appellation de démocratie aux États-Unis. Aux États-Unis, on a affaire à une plutocratie assortie d'un état de droit plutôt fonctionnel, mais pas une démocratie. En France, de la même façon, je pense que là, pour le coup, on a en plus une monarchie républicaine extrêmement prononcée, beaucoup plus que dans tous les autres pays présidentiels, à part peut-être la Russie et un certain nombre de monarchies du Golfe. Ah oui, j'ai oublié la Chine, pardon. Mais bon, avec les échelles en Chine, tout change. Bref, en France, on n'a pas non plus une démocratie. Et c'est bien la raison pour laquelle nos institutions dysfonctionnelles font que régulièrement, depuis les années 30, mais a fortiori depuis les années de la Ve République, les gens battent le pavé pour exprimer des différences qu'ils ne peuvent pas exprimer autrement. Et le grand mouvement social que nous avons connu en France, qui s'appelait les Gilets jaunes, qui n'a été finalement en, pardon, empêché que par le Covid, la crise sanitaire, nous a montré aussi cette exigence de démocratie très forte, puisque c'est parti d'une petite histoire pas une petite histoire bien sûr, une petite histoire de taxe carbone pour arriver sur une véritable Mmh. revendication de démocratie. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Donc la démocratie, ça n'est pas que la compétition pluraliste pour le pouvoir. Voilà, ça c'est très important. Ceci étant dit, la démocratie que nous vivons aujourd'hui, ou les régimes politiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont marqués par ce que j'appelle le couple ami-ennemi, que j'emprunte évidemment à Carl Schmitt. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de Carl Schmitt et l'histoire de la démocratie reconnaîtront en fait cette polarité. Et je ne propose pas de dépasser ça, parce que je ne suis pas stupide ni naïf, mais en même temps, je pense que cette polarité ami-ennemi, elle a du sens. Nous sommes effectivement polarisés par les gens avec lesquels nous sommes en affinité et les gens avec lesquels nous sommes un peu moins en affinité. Ma proposition est différente. Elle n'est pas de reconnaître l'ami comme celui de l'ennemi commun. Elle n'est pas non plus de nous positionner systématiquement vis-à-vis de l'ennemi, comme on le fait grosso modo dans l'espace public polarisé, où l'objectif est de fabriquer du clivage et encore du clivage, puisque c'est la seule chose qui nous permet, nous, de nous distinguer et donc de nous identifier, de trouver du sens à nos vies. Mais elle est bien de mettre l'accent sur l'ami, c'est-à-dire de subvertir le couple tragique que Schmitt nous a légué, qui est la polarité ami-ennemi. Donc mettre l'accent sur l'ami, ça ne veut pas dire faire des bisous à tout le monde, parce que ça aussi c'est impossible, et puis c'est pas souhaitable, c'est pas très hygiénique en plus, mais il s'agit bien de reconnaître que potentiellement, chaque altérité, chaque autre visage, pour parler comme Lévinas, il y a potentiellement un ami. Il y a potentiellement quelqu'un avec lequel on peut faire société. Et c'est donc
tout le défi dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est celui de la démocratie, c'est-à-dire le fait d'avoir un projet commun. La démocratie n'est rien d'autre que la volonté de faire société ensemble. Et je reviendrai ensuite sur son essence. Et donc là, il y a bien quelque chose de ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir du cœur. C'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier est la redéfinition de notre rapport politique à nous-mêmes. Et c'est ce que j'appelle l'écologie de l'esprit. Parce que l'écologie, comme la spiritualité, fonctionne exactement de la même façon, sous la forme d'une initiation, et l'écologie est une forme de spiritualité. Prise de conscience, révélation que peut-être les choses ne sont pas exactement comme on croyait qu'elles sont, spirituelle, écologique, pareil. Entrée dedans, progressive, avec plus ou moins de superficialité, et progressivement, on arrive à la conscience du vivant. Ce que moi j'appelle la grande réponse à Rabelais. Rabelais nous avait laissé au XVe siècle, avec XVIe siècle, excusez-moi, avec cette énigme, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc pendant 5 siècles, on s'est précipité surtout sur la science et on a totalement laissé en friche la conscience. Je crois que l'écologie, qui est à la fois une science et une conscience, est la réponse à Rabelais. Parce que l'écologie, avant d'être le joujou pour quelques partis politiques plus ou moins bien inspirés, que je connais bien pour certains, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les écologistes européens, avant d'être un slogan, affublé de slogans de communication, écologie punitive, écologie positive, écologie de combat, écologie intégrale, écologie, etc. etc. Bref, tout cela est bon pour les communicants politiques. Moi, je crois que l'écologie, avant d'être tout ça, c'est d'abord une science et une conscience des interactions du système et du vivant. C'est une pensée en échelle, donc en échelle, c'est une pensée en échelle du micro et du macro. Ce qui est bon ici doit être bon là-bas, sinon c'est pas bon. Ce qui est bon là-bas doit être bon pour moi aussi, sinon c'est pas bon. Ce qui est bon pour ici doit être bon pour là-bas. Ce qui est bon pour aujourd'hui doit être bon pour demain, et réciproquement. C'est donc une pensée de l'interaction, c'est une pensée donc des échelles, c'est une pensée aussi des systèmes, et c'est une pensée de la technique. Or, nous souffrons aujourd'hui de la technique, non pas de la technique en tant que telle, puisque la technique nous a aussi apporté énormément de confort matériel, de choses qui sont il ne s'agit pas de revenir à la bougie, il ne s'agit pas de revenir dans les cavernes, et tous les gens qui disent ça qui reprochent ça aux écologistes sont mal intentionnés et menteurs, mais il s'agit bien de reconnaître que la technique n'est pas la réponse à l'absence de sens de nos vies, que la technique a aussi une pensée alternative, autonome, que la technique est même capable, à un moment ou à un autre, c'est ce basculement de l'intelligence artificielle, de penser même. Alors peut-être pas penser par elle-même, mais de s'autonomiser dans ses logiques et dans ses réflexions logiques. Et c'est toute la problématique de Matrix. Vous ne l'avez pas dit, mais moi je vais le dire tout de suite. Le livre a systématiquement dans ses références énormément d'éclectisme et beaucoup de références à la science-fiction, et en particulier à ce que j'estime être la plus grande œuvre philosophique de ces 30 dernières années, qui est Matrix. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est les 3 piliers centraux. Les 2 derniers sont des conclusions de tout cela, ils sont des ouvertures. Le 6e, c'est le gouvernement anarchique, et le 7e, c'est l'intégration planétaire. Le gouvernement anarchique, c'est l'essence de la démocratie, c'est-à-dire en fait le passage d'une nécessité d'avoir un référent extérieur pour pouvoir se gouverner soi-même, pour pouvoir se gouverner collectivement, pardon. Alors ce référent extérieur, c'est Dieu, c'est Jéhovah, c'est Yeshua, c'est l'Église, c'est la mosquée, c'est la Pachamama, c'est Gaïa, mais c'est toujours extérieur. Et ça c'est pas de l'autonomie, c'est pas de la liberté. La véritable liberté, elle est dans la capacité à se donner à soi-même ses propres lois tout en respectant celles des autres, c'est-à-dire donc l'impératif catégorique kantien, c'est-à-dire la capacité à respecter l'intégralité des équilibres à la fois de la société et du vivant, donc de ne pas agir comme si les lois étaient nécessaires. Parce que les lois, elles sont nécessaires pour empêcher les petits-enfants, généralement, de faire n'importe quoi. Devenir adulte, c'est ne plus avoir besoin des lois. Ça n'est pas s'en affranchir. C'est donc passer d'une rébellion qui est généralement assez cosmétique à une véritable liberté intérieure. Et ça, c'est la condition sine qua non d'un gouvernement anarchique. Et l'intégration planétaire, c'est parce que je pense que là, pour le coup, nous avons vocation à une conscience planétaire. Nous n'avons pas vocation à nous replier sur nos petits États ou nos communautés infra-étatiques, même sur nos villages.
C'était le monde d'avant. C'était le monde justement d'avant de cette abomination qui a été la colonisation, mais qui nous a donné au moins une chose. C'est un crime contre l'humanité, mais elle nous a donné une chose, la possibilité de penser planétaire. Et donc, nous devons saisir cette externalité positive de la colonisation et faire en sorte que, pour le fait qui est aussi une occidentalisation, malheureusement, pour désoccidentaliser le monde et le garder uni. Et c'est pour ça, en fait, que la planète, la conscience planétaire est le dépassement non pas de nos identités nationales, mais de notre identification à ces identités nationales, ce qui est très, très différent. Et c'est le laboratoire pour cela, c'est l'Europe. L'Europe repose sur un certain nombre de principes que j'ai détaillés dans le bouquin, qui ne sont pas, c'est pas du tout un traité sur l'Union européenne, ça serait totalement inintéressant, et ça a déjà été fait en plus. C'est une réflexion spirituelle sur ce qu'il y a derrière la construction européenne. Malgré tous ses défauts, malgré ses impasses, malgré les choses qui peuvent, compris pour les Européens convaincus comme moi, nous faire bouillir le sang, l'Europe correspond à une initiation et à une expérience spirituelle particulière. Elle est à la fois l'axe de la dualité et de la symétrie, l'axe du temps et donc du rapport à l'utopie, et l'axe du pouvoir, donc d'un rapport en fait à ce que veut dire avoir du pouvoir. Et j'essaye d'expliquer que derrière toutes ces imperfections et ces qualités négatives pour certaines, elle est le laboratoire d'une autre façon d'habiter le monde et d'une autre façon d'entrer en relation au niveau planétaire. Tout cela se termine sur un envoi et je pense qu'on va y revenir. Oui, bah, écoutez, merci pour cette synthèse magistrale de ces différents thèmes, que vous développez, de manière, admirable dans le livre. Et donc en fait, tout cela, donc c'est vraiment vous présenter un changement de paradigme complet, changer le cadre de référence, donc changer notre façon de nous percevoir nous-mêmes, les autres, et notre univers. Donc c'est un bouleversement majeur au niveau de chaque être humain. Donc par rapport à ça, bah, c'est extrêmement ambitieux et c'est extrêmement ambitieux au niveau individuel et collectif. Donc et vous revenez souvent sur cette nécessité de transformation individuelle pour arriver à cette évolution collective. C'est un peu la clé de ce que vous présentez. Et en termes de modalités d'action maintenant, dans votre ouvrage, vous présentez différents types de modalités d'action. C'est-à-dire que là, si on se replace au niveau, individuel, on intègre donc, ce que vous venez de présenter. Concrètement, quelles sont les pistes d'action au niveau individuel qui s'offrent à nous pour embrasser ce changement que vous présentez? Mmh. Ça, c'est la question à 1 000 € ou à 1 000 $. Et c'est la plus importante et en même temps, c'est la plus difficile, c'est la plus difficile à synthétiser. Parce que par définition, elle va être très individuelle. Mais ce que je défends, c'est que, elle est peut-être individuelle au tout début, elle est collective à la fin. Je reviens là-dessus. Pour moi, évidemment, l'une des clés, c'est l'articulation entre la transformation collective, la transformation individuelle et réciproquement. Pour la faire très courte, toutes les grandes aventures collectives qui se sont fondées sur une transformation collective et qui n'ont pas du tout intégré cette nécessité de transformation individuelle se sont abîmées dans la déception de voir que le peuple ou les gens n'étaient pas au niveau de ce qu'on leur proposait, que ce soit le communisme, la Révolution française et autres, et donc ont débouché sur les totalitarismes. Puisque le peuple ou les gens ne sont pas à la hauteur, alors transformons-les, rééduquons-les. Évidemment avec brutalité parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ça, évidemment, c'est pas pensable. C'est plus acceptable. Et grosso modo, je pense que nous sommes plutôt vaccinés là-dessus, contre ça. Vaccinés au sens, évidemment, prophylactique du terme. En revanche, l'extrême inverse existe aussi. Nous avons énormément de gens qui se prennent pour candides et se disent ce monde n'est plus pour moi. Soit qu'ils soient, disons, dans une démarche crypto-chrétienne, mon royaume n'est pas de ce monde, ou dans le néo-bouddhisme trendy qui fait que bon, bah, finalement, l'important c'est moi, ou alors l'hédonisme, parce que toutes ces formes de repli sur soi ne sont pas nécessairement articulées d'une spiritualité, disons,
reconnues, elles peuvent être tout simplement des formes d'hédonisme et de matérialisme spirituel un peu différents. Pensez par exemple à la très belle Profession de foi de Woody Allen dans Manhattan, quand il est couché là sur son lit et puis il fait l'inventaire de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est aussi, vous avez remarqué, rien là-dedans n'est politique. Ce sont les peintures de Cézanne, c'est la symphonie de Mahler, c'est l'art. Donc il y a bien cet ordre de l'élévation. Donc en fait, moi, ma réponse, elle est d'abord là-dessus. Elle est transformation individuelle et transformation collective. Transformation individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est un travail qu'on appelle trop rapidement, de façon négative, le développement personnel. Euh, je crois qu'on a raison de critiquer le développement personnel, euh, mais on a tort aussi. On a raison parce que ce qu'on critique dans le développement personnel, ce sont les gens qui s'arrêtent à la superficialité et au consumérisme de la spiritualité. C'est-à-dire des gens qui font basculer leurs réflexes consuméristes, y compris de consommation ostentatoire à la Veblen, dans d'autres segments de la consommation. Donc au lieu de faire un voyage en Thaïlande, ils font un stage de yoga tantra en Thaïlande. Mais fondamentalement, ça va pas changer grand-chose. Et je le dis avec d'autant plus de tranquillité que moi, j'ai fait ce genre de choses. Donc, c'est pas du tout une critique des gens. Ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que le développement personnel est une première étape absolument indispensable et absolument nécessaire de dépasser. C'est la première étape indispensable puisque c'est la prise de conscience, c'est la prise de contact avec soi-même. On a besoin de prendre contact avec soi-même. Nous, moi j'estime, et je l'ai écrit avec, c'est pour ça que je disais nous, avec deux camarades dans un petit livre qui s'appelait Dessine-moi un avenir, que j'ai peut-être là sous la main. Oui, regardez, hop. Voilà, désolé, j'en profite pour faire un peu ma pub. Bon, ça c'est très très hexagonal quand même. Euh, euh, nous considérions qu'il faut intégrer dès le début, dès les plus jeunes âges à l'école, de la philosophie, de la méditation, de la capacité à prendre la distance avec soi-même et avec le monde. Parce qu'il n'y a qu'en prenant de la distance avec soi-même et avec le monde qu'on peut se connaître et se reconnaître et se découvrir. Il y a donc tout un travail de cheminement. Nous devons nous départir absolument, et individuellement et collectivement, des idées reçues sur la nature humaine. L'homme n'est ni naturellement bon, ni naturellement mauvais. Il n'est naturellement que lui-même. Il est une page blanche qu'il nous revient à nous décrire, évidemment, avec tout l'héritage génétique, tout le travail épigénétique, tous les héritages collectifs et familiaux que nous recevons, mais quand même, nous devons nous cultiver nous-mêmes. Et quand je dis nous cultiver, c'est au sens le plus propre du terme. Nous devons devenir les jardiniers de nous-mêmes, pour parler comme Saint-Exupéry. Et c'est essentiel. Si nous ne sommes pas capables de devenir les jardiniers de nous-mêmes, alors comment pouvons-nous espérer fleurir? Comment pouvons-nous espérer faire que la société soit harmonieuse et belle? Ça n'a pas de sens. Et donc c'est indispensable. Sauf que, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre vie humaine. Nous ne sommes pas sur Terre et intégrés dans une société pour nous retirer au désert. Les temps du monachisme du 5e siècle sont finis. Les temps des petits colibris sont aujourd'hui révolus. Comme le dit Junger, que je mets en exergue d'un chapitre, on ne peut pas se contenter de suivre des cours de yoga pendant qu'on torture nos frères et sœurs aux étages inférieurs. Nous sommes comptables, a fortiori lorsque nous avons la conscience, le pouvoir d'achat et le recul de citoyens occidentaux qui n'ont pas, a priori, besoin de se battre pour se nourrir, parce que ça, généralement, ça fracasse la pensée. Hein. Nous ne sommes pas des îles et nous sommes comptables du monde tel que nous le trouvons et du monde tel que nous le laissons. Donc, nous sommes comptables des actions que nous menons dedans. Et c'est là, évidemment, où, vous avez raison de me le rappeler, se pose la question de l'action politique. Quelle forme d'action politique? Alors, moi, je ne suis pas un prescripteur là-dessus. Je crois que toutes les formes d'action politique sont les bienvenues, pourvu qu'elles soient faites en conscience. Pourvu qu'elles soient faites aussi dans le refus du dogmatisme et dans le refus des fondamentalismes. Et je le dis avec d'autant plus, là aussi, de tranquillité, que moi, je suis passé, non pas en le regrettant, mais je suis passé par ces étapes-là. J'ai été militant et cadre d'un parti politique pendant presque une dizaine d'années. Je continue de considérer que c'est une expérience intelligente et intéressante à faire, pourvu qu'on sache en sortir à un moment. Je suis engagé, moi, dans la cité à travers des associations ou des ONG. Je suis collaborateur, conseiller politique, et donc je continue de faire ce travail-là. Et je crois aussi que tous les gens qui sont investis dans la cité doivent continuer le travail. Il y a 3 formes majeures qui mènent une transformation et un changement. Et il faut les mener
de front, pas nécessairement de la même façon, mais il faut les mener de front et ne jamais considérer que celle qu'on a choisie est meilleure que toutes les autres. Elle est meilleure pour nous au moment où nous la choisissons. Mais peut-être que demain nous changerons. Et c'est grosso modo la sécession dont je viens de parler, l'opposition, directement à l'extrême inverse de la sécession, la subversion, le fait de rentrer dans les institutions pour y redéfinir la loi. Et nous avons besoin de gens dans les institutions qui mènent une autre forme de pensée politique. Le fait que les jeunes engagés désertent les institutions est très noble d'une certaine façon, mais c'est aussi suicidaire, parce que ça veut dire qui peuple les institutions sinon les méchants, sinon les gens dont nous ne voudrions pas qu'ils aient le pouvoir, justement. Donc il y a un véritable souci là, il faut investir les institutions pour les subvertir, pas pour les détruire. Parce que la subversion de ces institutions mènera nécessairement à un moment ou à un autre à leur reconfiguration. Et puis il y a les opposants, ceux qui s'opposent, ceux qui tracent une ligne dans le sable, le You shall not pass de Gandalf dans la Moria, le No pasarán des républicains espagnols. Dans les deux cas, vous avez vu, ça se termine pas toujours très bien. Ce sont des gens indispensables, ils sont les anticorps. Ce sont eux qui empêchent le déracinement des arbres, qui campent dans les ZAD. Ce sont eux qui s'opposent à la police. Ils sont indispensables. Oui, ils sont pas toujours dans la légalité. Et alors? Ils sont dans la légitimité. C'est Antigone. Mais ils ne doivent jamais oublier que sans les gens qui changent les lois dans les institutions et sans les sécessionnistes qui ont retiré de la force au système, ils ne pourraient pas s'opposer avec autant d'efficacité. Ils doivent donc apprendre, toutes ces composantes doivent apprendre à composer les unes avec les autres. C'est ce que j'appelle une main, en fait. Dans une main, chaque doigt, tout seul, ne peut pas grand-chose. Mais les 5 ensemble, ça forme aussi bien une main qu'un poing, et on peut faire des tas de choses avec. C'est le début de la civilisation. Excellent, donc une complémentarité au niveau des modes d'action à partir de cette prise de conscience individuelle, pour, ne pas rester dans un nombrilisme stérile, mais vraiment, s'impliquer dans la cité. Et peut-être en conclusion, parce qu'on arrive un peu au terme de l'émission, dans l'ouvrage également, vous évoquez, des perspectives que vous présentez à travers 4 lignes de temps. Donc on n'a pas sorti la boule de cristal, simplement c'est de faire un petit peu de prospective et de tracer des trajectoires à travers ces 4 lignes de temps qui nous donnent un peu, des orientations possibles, d'un futur que vous imaginez. Alors, je suis un grand lecteur de science-fiction, vous l'avez compris, de littérature. Je suis en revanche plus un historien, donc pas toujours très à l'aise avec la prédiction. Mais il me semble qu'on peut, sans trop s'avancer, définir 4 lignes de temps, effectivement, aujourd'hui. La première, c'est la plus évidente, c'est celle de l'effondrement. C'est celle que nous prédisent toutes les science-fiction extrapolatrices et c'est celle que nous empruntons en ce moment, d'ailleurs, collectivement, avec parfois un peu trop d'enthousiasme à mon goût. C'est celle de l'extinction de la vie humaine et de l'extinction des libertés individuelles. Et un petit combiné de tout cela, en fait, en gros, voilà. Je passe là-dessus, elle est archi documentée et elle n'est pas très souhaitable. La deuxième est beaucoup plus subtile, plus embêtante, et elle est aussi une conclusion de l'aventure humaine, mais une conclusion simplement pour quelques-uns. C'est celle que poursuivent à la fois les transhumanistes et les ordres noirs de la contre-initiation, c'est-à-dire ceux qui sont, dans un cas comme dans l'autre, assoiffés de pouvoir, au point qu'ils veulent s'affranchir de leurs conditions humaines et mortelles, c'est-à-dire de la chair, par exemple, transvaser sa conscience dans un ordinateur, ou bien s'affranchir de la maladie et de la mort par la greffe, le clonage, etc. Mais aussi par la régénération permanente. Ça donne les pratiques qui font fantasmer beaucoup de gens, mais qui sont en fait des pratiques simplement de magie noire, qui existent et dont il ne faut pas non plus exagérer ni l'importance ni la gravité, mais qui existent. Voilà, tout simplement. Là, l'objectif, c'est de quitter l'humanité, en fait, de la quitter physiquement et moralement et spirituellement, et de s'en affranchir. Et donc de recréer une coupure ontologique entre ceux qui ont réussi à s'en affranchir et les autres, les pauvres mortels. Ça, c'est une voie qui, malheureusement, est en gestation aussi aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'elle soit nécessairement la plus plausible. Il y en a une troisième et une quatrième qui sont liées entre elles. La troisième, c'est celle ce que j'appelle le fail bienveillant. C'est-à-dire que l'humanité est incapable de grandir en conscience. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cherche un substitut à la fois tout puissant et tout bienveillant. Par exemple, l'intelligence artificielle, qui prendrait pour nous les décisions que nous ne sommes pas capables d'assumer. Par exemple, dans Kim Stanley Robinson, le vaisseau Aurora, c'est dans Aurora justement, le vaisseau mère fait de biomes est à la fois extrêmement doux avec les humains et intransigeant sur tous ceux qui mettent en danger l'équilibre
du vaisseau, parce qu'évidemment, on est dans l'espace, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un peu la métaphore du vaisseau spatial Earth Spaceship, de Lovelock et de quelques autres. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Et là, à partir du moment où on fait ça, l'idée, c'est de confier nos destinées non plus à la démocratie, ni à la liberté, ni à quoi que ce soit, mais simplement à une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, ou une divinité qu'on appellera, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs, qu'on appellera le grand ordinateur central. On trouve ça aussi de façon très simple. Et ça, évidemment, c'est resté dans l'enfance de façon éternelle. Je ne crois pas que ça soit le sens de l'aventure humaine. Je crois que justement, profondément, le sens de l'aventure humaine et la raison pour laquelle nous sommes ici individuellement et collectivement, c'est justement de grandir en conscience. C'est d'être capable de trouver les chemins de la liberté. C'est d'être capable non plus d'être libres les uns contre les autres, mais d'être libres ensemble. C'est de ne plus trouver notre liberté dans l'exercice de la domination et du pouvoir la plus abjecte, que ce soit sur les autres, en particulier les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les immigrés, ou bien tout simplement sur la nature que nous traitons, que ce soit les animaux ou le reste, de la façon la plus abjecte qui soit. Trouver les modalités de notre liberté et de notre liberté intérieure et extérieure de façon différente et arriver à en faire quelque chose de collectif. Donc, sortir de l'adolescence dans laquelle nous sommes, cette adolescence rebelle dans laquelle on refuse toutes les autorités, mais sans être capable d'y substituer une autorité alternative, la nôtre, qui fait qu'on court dans les jupons de la première figure paternelle venue ou du premier gourou.com ou autre revival fondamentaliste. Apprendre à être libre ensemble, apprendre à grandir en conscience, faire de l'humanité et de l'aventure humaine un succès. Magnifique. En guise de conclusion, quelques mots, je dirais en termes de temporalité, donc sur ces 4 lignes de temps, comment vous les placez dans un horizon historique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir de notre vivant? Est-ce que ça va demander plusieurs générations? Est-ce que l'accélération un petit peu des événements, je dirais catastrophiques, peut provoquer une espèce de choc thermique au niveau de l'humanité pour accélérer cette prise de conscience? Comment voyez-vous les choses? L'humanité a cette caractéristique justement, puisqu'on parle de spirale dynamique à la fois d'individus et de collectifs, de ne comprendre les choses qu'au pied du mur ou après la catastrophe. Hein. Il a fallu Auschwitz pour qu'on se rende compte des excès d'une certaine incapacité de penser la modernité. Il a fallu la bombe atomique, comme le disait Albert Camus, ce monde est de peu de choses, est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Il a fallu la bombe atomique pour qu'on se rende compte que nous étions peut-être allés un peu trop loin dans la figure prométhéenne de la libération par la technologie. Et qu'a-t-on fait depuis, hein, encore? Donc oui, il y a un problème de prise de conscience. Alors ensuite, de notre vivant. Évidemment, notre vivant, c'est pas tout à fait le même entre Greta Thunberg, vous, moi ou justement nos aînés. Donc notre vivant n'a pas tout à fait la même perspective. Je crois que malheureusement, la première ligne de temps, même de notre vivant à nous, plus jeunes, on prend le risque de la vivre. L'effondrement a quelque chose de problématique au regard du temps, c'est qu'il est une accélération. C'est-à-dire que on va de plus en plus vers l'effondrement. C'est pas que théoriquement, à l'approche du mur, on devrait monter sur le frein et ralentir, sauf que l'énergie cinétique accumulée depuis 3 siècles, 4 siècles en fait, de révolution industrielle et d'anthropocentrisme ou de capitalocène est telle que bah, même si on monte tous ensemble sur le frein, je ne suis pas sûr que nous soyons capables aujourd'hui d'inverser la tendance à temps. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, mais malheureusement, oui. Le climat, par exemple, les scientifiques du climat vous diront que, en gros, les décisions que nous prennent aujourd'hui auront des conséquences dans 20 ans. Donc, le climat des 20 prochaines années est grosso modo réglé. Donc, pour vous, pour moi, ça veut dire de notre vivant. En revanche, oui, il faut le faire. Est-ce qu'il y aura des chocs? Peut-être. Je ne peux pas le prédire. Qui pouvait prédire la chute de l'Empire romain? Pour les historiens, je suis historien, c'est toujours plus facile de savoir, de prédire les choses dont on sait qu'elles se sont passées. Moi, je crois beaucoup à l'accident dans l'histoire, ou en tout cas à l'irruption, Le de signe noir, oui. oui, aussi, exactement, l'irruption. Mmh. L'irruption de l'improbable, de l'imprévu. N'oubliez pas ce que disait Héraclite, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Bon, il n'a pas dit ça exactement, mais c'est quand même à peu près l'esprit. Ce que je crois, en revanche, c'est que l'histoire repasse les plats.
En tout cas, elle les repasse de façon malicieuse. Quand j'ai expérimenté, quand j'ai regardé tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'écologie, j'ai découvert qu'en fait, ce qui est facile à fait à vérifier, dès les années 60, tout ça on le sait. C'est extraordinaire en fait. On sait tout ça, tout cela a déjà été, toutes les solutions, les prises de conscience et tout cela est déjà dans l'air. Mais on a raté le coche avec les années 70. Il s'est passé quelque chose dans les années 70, on s'est abîmé je ne sais pas exactement enfin, il y avait peut-être un manque de maturité. Et ça a été suivi par les années 80, du youpi bling bling et tout ça. Les années 90 ont aussi été une énorme occasion manquée. La disparition du monstre soviétique nous permettait la possibilité peut-être d'envisager une autre forme de mondialisation, puisque nous avions toutes les clés et toutes les mains. Et non, en fait, on s'est précipité sur une mondialisation, on va dire, occidentalisée, américanisée, qui n'a pas répondu, en fait, au grand schéma. Et donc, on a encore raté on a encore raté le coche. Et à partir de 2001, on est rentré dans une spirale de répression, enfin, quelque chose d'assez sombre. Là, je pense que nous sommes bien entré là, sans vergogne, dans une décennie fasciste, fascisante en tout cas. Et je ne parle pas simplement de la Hongrie ou de l'Italie, je parle de ce qui se passe dans mon propre pays, je parle on peut parler de la Suède, on peut parler là je parle d'Europe évidemment, mais Bolsonaro ou Trump ou un certain nombre de ces phénomènes politiques sont des phénomènes politiques qui puisent au fascisme historique, avec l'espérance qu'il avait suscité, parce qu'il y a des gens qui espèrent dedans et donc ils n'ont jamais tort d'espérer. Malheureusement, ils mettent peut-être leur espérance dans quelque chose qui n'est pas nécessairement, enfin, ce que moi j'appelle une illusion. Je ne dis pas que c'est mieux en face, mais il faudrait avoir la lucidité de considérer que ce qu'on appelle comme réponse n'est pas une réponse. Voilà, c'est important. Ça, c'est la première chose. Quand on va en sortir, parce qu'on va en sortir, il faudra être prêt. 2030, 2035, moi je vois ça à peu près dans une quinzaine d'années et il faut être prêt. Et moi je pense que la plus belle manifestation d'être prêt à la sortie du fascisme, c'est celle du manifeste de Ventotene, de Altiero Spinelli, qui, de son exil sur l'île de Ventotene avec quelques amis communistes, intellectuels, dissidents, exilés par le régime fasciste italien, pense déjà, alors qu'il y a absolument la guerre est là et l'Axe gagne. Ils pensent déjà à la sortie du fascisme, ils pensent déjà l'après, le retour de la lumière et l'espérance. Et je conclurai là-dessus, une phrase de Bernanos que j'aime énormément qui dit: «Ce qu'il nous faut, c'est l'espérance et la plus haute forme d'espérance, c'est le désespoir surmonté». Magnifique. Bah, écoutez, je propose qu'on en reste là. Édouard Godot, merci beaucoup, pour cette participation à Ici, Maintenant, Autrement. Je vous rappelle le titre de votre livre s'intitule donc «Les 7 piliers de la cité» aux éditions Plomb et au Québec, il est disponible en ligne sur les différentes plateformes. Merci à tous de nous avoir suivis, aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Libre Média qui existe grâce à vos contributions. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite, à vous abonner et puis à nous encourager. Édouard, merci beaucoup et à tous, au revoir et merci.